Tous, chers maîtres, chers collègues, je suis très honorée aujourd'hui d'être parmi vous au 29e Congrès national de la Maforcale. Je vais vous parler d'un sujet qui est très pertinent, un sujet d'actualité qui va nous élucider le lien fascinant entre le microbiote et l'allergie. Je remercie la Maforcale de m'avoir donné l'opportunité de faire cette présentation. Alors, nous allons tout d'abord commencer par définir le microbiote, voir rapidement les méthodes d'analyse du microbiote intestinal. On va surtout s'intéresser au microbiote intestinal, son origine, son développement, sa composition, sa répartition, et puis les facteurs qui vont influencer le développement du microbiote et ses fonctions, avant de passer concrètement aux pathologies liées au microbiote et particulièrement au microbiote et allergies. Alors, qu'est-ce que c'est que le microbiote, anciennement appelé microflore ou flore? C'est l'ensemble des micro-organismes qui vont coloniser l'ensemble des surfaces cutanéo-muqueuses d'un hôte, un être humain ici particulièrement. La principale chose, c'est que ce sont des germes qui ne vont causer aucun désordre. C'est ce qu'on appelle une relation de symbiose. Ces germes-là peuvent être très différents, de différents types, mais le microbiote est essentiellement formé de bactéries. Alors, ces bactéries vont coloniser l'ensemble des surfaces cutanéo-muqueuses, peuvent coloniser les conjonctives. On parle de microbiote conjonctival, microbiote nasal, microbiote pulmonaire, génital et microbiote intestinal. C'est quoi le microbiote intestinal? C'est le microbiote que l'on va trouver de la bouche jusqu'à la fin du côlon. Pourquoi est-ce qu'il est important ce microbiote et on s'intéresse à lui? Puisque c'est le plus grand microbiote dans l'organisme avec une grande surface de contact et surtout une grande richesse en nutriments. Le microbiote, comment on a commencé à l'analyser initialement, on s'est basé sur les méthodes simples de culture, mais là, il y avait surtout un grand problème pour analyser le microbiote intestinal, c'est qu'il fallait reproduire les conditions digestives. Ce sont surtout des conditions d'anaérobiose avec des modifications de pH au niveau intestinal qui sont très variables, ce qui fait qu'il y avait eu beaucoup de difficultés pour identifier les germes du microbiote intestinal. Les méthodes de culture n'ont permis d'identifier qu'environ 22% de l'ensemble des bactéries. Alors 78%, c'est la face cachée de l'iceberg qui a pu être identifiée grâce à des technologies nouvelles, notamment des techniques moléculaires grâce à l'ARN ribosomal 16S. Ainsi, on a pu identifier plusieurs bactéries en identifiant d'abord leur embranchement, leur classe, leur ordre, la famille, l'espèce, enfin. Alors, on constate qu'au niveau du microbiote humain, et particulièrement digestif, les bactéries les plus représentées sont les firmicutes, avec un pourcentage qui varie entre 60 et 80%, et aussi les bactéroïdètes. Ici, on a une représentation simplifiée de la taxonomie du microbiote intestinal, et vous remarquez bien qu'une grande partie de ce microbiote est constituée de bactéroïdètes et de firmicutes. Alors, ces techniques de biologie moléculaire nous ont permis d'identifier les bactéries, mais on n'a pas d'idée sur leur fonction. Alors, on a utilisé d'autres techniques révolutionnaires et par l'apparition de la métagénomique, on a pu séquencer l'ARN et l'ADN de ces micro-organismes et suite à une analyse bioinformatique, on a pu avoir une idée précise sur le rôle de chaque germe et de chaque bactérie. Finalement, on se retrouve face à de multitudes de bactéries avec un énorme génome qui est très, très important. Et maintenant, on commence à parler plus de microbiote comme ça tout simplement, mais véritablement, il s'agit d'un super organe avec un nombre de cellules qui est très important. Et on va voir que le nombre de cellules du microbiote dépasse largement le nombre de cellules du corps humain en lui-même. Ce super organe comprend plus de 3000 espèces différentes qui vont appartenir à 50 espèces communes. Chez l'homme, en tout cas, on a 57 espèces qui sont communes à tous les êtres humains. Tout être d'entre nous a une base de microbiote qui reste la même et on va parler d'un noyau fonctionnel qui va rester commun à toute l'espèce, notamment chez nous, l'espèce humaine. Et on va même commencer à parler d'une carte d'identité.
c'est-à-dire que chacun a son propre microbiote qui va constituer une véritable carte identité qui est spécifique à l'hôte et qui va rester relativement stable dans le temps, dans le sens où il n'y aura pas de perturbateur de ce microbiote. Tant qu'il n'y a pas de perturbateur, le microbiote devrait rester stable. Et l'on observe sur cette image que ce microbiote va rester le même sur le temps. Ici, on l'évalue entre 2 et 6 mois chez la même personne. Et particulièrement pour le microbiote intestinal, on va commencer à parler d'entérotype, c'est-à-dire que chaque être humain a son propre entérotype, sa propre biologie et de physiologie microbienne. Ici, sur une étude qui est publiée en 2011, 10 individus volontaires qui ont un entérotype bactéroïde, c'est-à-dire que les bactéroïdes sont les plus dominants chez lui, ils ont été soumis à un régime pauvre en graisse et riche en glucides afin d'essayer de modifier leur microbiote. Puis, il a été analysé au bout de 10 jours. Alors, on a constaté qu'il n'y a pas eu de modification de microbiote et en tout cas, pas de changement d'entérotype. Même s'il y a quelques petites variations dans les bactéries, l'entérotype, il va rester stable. Alors, d'où vient ce microbiote? On est en train de parler de toutes ces bactéries-là, mais quelle est leur origine? Alors, le microbiote, ce qu'on sait jusqu'à présent, c'est qu'il va se développer dans le temps et il va se modifier depuis la naissance jusqu'à l'âge adulte, voire même jusqu'à la vieillesse. Et il a été étudié lors des différentes étapes d'évolution. Alors, comment il va se constituer? Alors, ici, il y a deux théories. La théorie qui a été depuis toujours reconnue, qui est la théorie de l'utérus stérile, c'est-à-dire que le nouveau-né, il va être dans une ambiance stérile, il ne va pas être colonisé jusqu'à sa naissance. C'est qu'à la naissance que le nouveau-né sera colonisé. La théorie qui est nouvelle, c'est l'hypothèse de la colonisation déjà in utero du fœtus humain par les microbes maternels. Alors, à la naissance, on estime que le nouveau-né va quitter un environnement qui est stérile, qui est l'utérus, où il n'y a pas de bactéries, et c'est là où il va être exposé à des bactéries qui vont provenir de sa mère, des bactéries qui proviennent du microbiote vaginal propre à la maman, mais aussi de sa peau. Et aussi, il va être colonisé par les bactéries de son environnement, à savoir l'environnement où il est né, le milieu hospitalier, le personnel médical, ou bien s'il y a eu un accouchement à domicile, il sera colonisé par les bactéries qui l'entourent. La nouvelle hypothèse, qui est l'hypothèse de colonisation in utero, elle se base sur la colonisation grâce à cellules dendritiques maternelles. On estime qu'il y a un passage des bactéries via les cellules dendritiques à travers le placenta vers le fœtus. En tout cas, ce n'est pas la bactérie en toute sa totalité qui passe vers le fœtus, mais a priori, il y a des parties du génome bactérien qui peuvent passer et coloniser le fœtus. Plusieurs études ont été publiées dans ce sens. Cette étude qui est publiée en 2023 a finalement dit qu'aucune preuve formelle à ce jour n'existe pour dire qu'il y a un microbiote anténatal ou placentaire. La preuve formelle n'existe pas, c'est une théorie. Plusieurs études se font dans ce sens. Alors, ce microbiote qui s'est installé à la naissance, comment il va se composer et comment il va évoluer? On estime, on a dit que le nombre de micro-organismes est d'environ 10 à la puissance 4 bactéries par gramme. C'est presque 10 fois le nombre des cellules du corps humain, c'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure, et il est surtout composé de plusieurs taxons qui appartiennent à ces groupes phylogénétiques. On a dit, je me répète, que les bactéries dominantes sont les bactéries firmicutes qui sont des anaérobies à gram positif, et les bactéries qui sont les bactéroïdètes, ce sont aussi des anaérobies à gram négatif. On va voir tout à l'heure que les germes, ils sont surtout anaérobies puisque la plupart des bactéries siègent au niveau du côlon où on a une ambiance d'anaérobie avec très peu d'oxygène. Ainsi, on voit que le microbiote intestinal va évoluer depuis la naissance, voire même la période anténatale, jusqu'à
On a dit l'âge adulte, mais en fait, la plus grande partie du microbiote intestinal va s'installer au cours des 1000 premiers jours, c'est-à-dire entre la naissance et l'âge de 2 ans. À la naissance, le nouveau-né est colonisé par des germes aérobie-anaérobie qui vont venir de son entourage, comme on vient de dire. Puis, il va être colonisé progressivement par d'autres bactéries qui appartiennent à des phylums qui sont différents. Et la colonisation va se faire progressivement avec une diversification. Et à l'âge de 2 ans, on estime que l'enfant a déjà un microbiote qui serait de type adulte. On le voit aussi clairement sur ce schéma, avec un microbiote qui est un petit peu pauvre à la naissance, qui va s'enrichir au fil du temps, et les firmicutes qui vont commencer à apparaître depuis les premières semaines de vie pour devenir dominants vers l'âge adulte. Ce microbiote qu'on est en train de plus détailler, qui est le microbiote intestinal, comment est-ce qu'il se répartit dans le corps? Alors, on vient de le dire qu'on a presque les mêmes phyla tout le long du tractus intestinal, mais avec une notion importante, c'est qu'il y a un gradient de concentration croissant, un gradient de concentration croissant depuis la bouche vers le côlon, avec des conditions d'anaérobiose qui sont de plus en plus importantes en se déplaçant vers le côlon, avec un gradient donc oral, anal. Le microbiote œsophagien, depuis longtemps, on se disait que l'œsophage était stérile, mais finalement, l'œsophage aussi est colonisé par des bactéries. Le nombre des bactéries au niveau de l'œsophage est estimé à 10 à la puissance 2, 10 à la puissance 4 par gramme. C'est un microbiote qui est principalement transitoire avec des germes anaérobies aussi, surtout localisé au niveau de la partie distale de l'œsophage, composé aussi de firmicutes et de bactéroïdètes. Au niveau gastrique, au niveau de l'estomac, le pourcentage va augmenter et surtout, on a un phylum qui est dominant, ce sont les protéobactéries, et une bactérie qu'on connaît tous, c'est l'Helicobacter pylori, qui fait partie du microbiote gastrique. Ce microbiote gastrique est très particulier parce qu'il est contraint à l'acidité gastrique et à la digestion à laquelle il doit résister. Au niveau du grêle, la colonisation va augmenter progressivement et le nombre de bactéries également. Au niveau du grêle, ces germes sont confrontés aux enzymes biliaires, à la digestion, au système immunitaire via les plaques de Peyer et aussi à la teneur en oxygène qui va commencer à diminuer. Ainsi, au niveau du duodénum et du jéjunum, on a un microbiote qui est plus proche de l'estomac, alors qu'au niveau de l'ilion, la composition du microbiote devient plus proche de la composition du microbiote colique. Au niveau du côlon, alors le côlon, c'est le plus important. C'est là où on trouve le maximum de bactéries, en tout cas chez l'être humain, avec une concentration qui peut atteindre 10 à la puissance 2. C'est presque l'ensemble du microbiote total, presque 70% de l'ensemble du microbiote composé principalement d'anaérobie. Ici, on voit, c'est la même chose en fait. Alors, quels sont, maintenant, on a vu ce microbiote, il s'est installé, on a vu sa composition. Alors, qu'est-ce qui va influencer la composition du microbiote qui va faire que chacun aura son propre entérotype, chacun aura sa propre carte d'identité? Alors, il a été prouvé par plusieurs études que le microbiote est influencé par une multitude de facteurs. Dès le départ, on a dit le microbiote de la paroi abdominale maternelle, du microbiote vaginal. En fait, l'âge gestationnel aussi joue un rôle important. On va voir pourquoi. Le type d'alimentation, le type d'allaitement, le type de délivrance, l'environnement. Il existe plusieurs facteurs que l'on va essayer de voir rapidement. Alors, tout d'abord, la génétique. La génétique, on a vu sur plusieurs études que même si on prend deux jumeaux, si on prend des jumeaux et qu'on analyse leur microbiote, on va constater qu'ils ont presque le même microbiote, la même carte d'identité dont on a parlé chez des jumeaux qui sont des jumeaux, de vrais jumeaux. Si on analyse le microbiote chez une fratrie, il y aura une petite différence, pas énorme, mais on estime que ces jumeaux que ces frères ont presque un même capital génétique et ils vivent surtout dans un même environnement
alors que si on les compare à une fratrie qui a des personnes plutôt qui sont étrangères, le microbiote, il va être très différent. Il y a une influence certes de l'environnement, mais aussi de la génétique. Et maintenant, on commence à parler d'épigénétique, pas uniquement de la génétique, mais il y a des modificateurs épigénétiques chez l'être humain et particulièrement du microbiote aussi. Après la génétique, quelle serait l'influence du terme de naissance? Alors, il a été prouvé sur plusieurs études que le prématuré ont un microbiote, les nouveau-nés qui vont naître prématurément auront un microbiote très différent. C'est un microbiote qui sera moins diversifié et qui aura un retard d'implantation. Alors, pourquoi? Ça s'explique en fait facilement, puisque ces nouveau-nés prématurés vont naître dans la plupart du temps par césarienne. Ça a été prouvé par des études statistiques, et auront surtout une lourde prise en charge à la naissance dans un milieu où il y a, entre guillemets, une certaine condition d'asepsie. Donc, on craint tous que le nouveau-né prématuré s'infecte, et donc, il est dans un environnement qui est presque stérile, protégé, alors donc séparé de ces micro-organismes qui devraient le coloniser. Son mucus également a la caractéristique d'être immature, et ce qui fait que tout ceci va expliquer que les bébés qui vont naître avant le terme auront plus tard une carte d'identité qui sera différente. Le mode d'accouchement, on vient de le voir tout à l'heure. En effet, les bébés qui naissent par voie basse auront depuis la naissance un microbiote différent, avec une dominance de bactéroïdés. Si on les compare par rapport aux nouveau-nés qui vont naître par césarienne, on voit ici très clairement que les bactéroïdés sont plus importants chez les bébés qui naissent par voie vaginale, alors qu'on les compare aux bébés qui vont naître par voie haute. Et cette différence plutôt, elle va persister tout au long de la vie. Et là, on le voit, après l'âge de 2 ans, la composition est différente. Après l'accouchement, l'allaitement. Et il a été prouvé là aussi que l'allaitement en lui-même modifie le microbiote, et les nouveau-nés qui vont être allaités au sein auront plus de bifidobactéries, alors que les bébés qui sont allaités par des formules infantiles auront plutôt une prédominance d'entérobactéries. L'alimentation, après la phase d'allaitement, il y a la phase où l'enfant va être diversifié, où il va être alimenté. Ici, sur une étude publiée en 2010 qui a analysé le microbiote d'enfants burkinabés avec le microbiote d'enfants européens. Alors, on a analysé le microbiote, mais surtout le régime alimentaire auquel sont soumis ces enfants, et on a remarqué qu'il y a un entérotype bactéroïdète chez les enfants de Burkina Faso, alors que les enfants qui vivent en Europe auront un entérotype de type Firmicutes. Ces enfants africains qui vivent en Burkina Faso mangent une alimentation locale. Cette alimentation locale étant plus riche en éléments de fibres, c'est une alimentation grosso modo végétarienne, donc plus de fibres, ce qui fait que le microbiote est différent par rapport à ces enfants qui naissent en Europe et qui vont consommer plus de viande, plus d'acides aminés, plus d'acides gras saturés, et ça a été prouvé par des études scientifiques. Plusieurs études ont été publiées dans ce sens, mais aussi, on a aussi étudié l'influence des antibiotiques. Alors, les antibiotiques, beaucoup d'études sont publiées dans ce sens et qui prouvent que l'utilisation des antibiotiques, surtout à la période néonatale, va perturber le microbiote intestinal. Ici, c'est une étude récente publiée en 2023 qui a analysé des souris qui ont été soumises à des antibiotiques versus des souris qui ont reçu un placebo, donc sans antibiotiques. Et au bout de 2 semaines, une énorme différence de composition de microbiote avec une nette diminution des bonnes bactéries, entre guillemets, et une augmentation des bactéries qui sont plus nocives.
Pourquoi les antibiotiques ne sont pas bien? Ça se comprend là aussi facilement, puisque l'antibiotique manque de spécificité, alors il va aussi bien détruire, entre guillemets, les bonnes bactéries que les mauvaises bactéries, et donc réduire la diversité du microbiote. On insiste sur le nouveau-né, puisqu'on sait que le microbiote du nouveau-né est très important, et donc toute utilisation d'antibiotiques à la période néonatale aura des conséquences au long cours. On termine par les conditions d'hygiène. Sur plusieurs études, il a été bien prouvé que les changements observés dans les pays industrialisés, ou plutôt les naissances se font dans des ambiances plus stériles, de strictes conditions d'hygiène, les nouveau-nés sont moins exposés aux micro-organismes, avec une diminution des entérobactéries au profit des staphylocoques et un retard de colonisation par ces bonnes bactéries-là qui sont les bifidobactéries, les bactéroïdètes, les lactobacillus. Et donc, les conditions d'hygiène, ça a été également prouvé sur plusieurs travaux qu'elles vont certes influencer cette composition du microbiote. En fin de compte, donc, on vient de voir que plusieurs facteurs vont intervenir dans la composition de ce microbiote depuis la naissance, en commençant par la génétique et l'épigénétique, et puis tout ce qui va intervenir tout au long du développement de cet être humain. Maintenant, on va passer à quelques fonctions du microbiote intestinal avant de passer au vif du sujet et au microbiote et allergies. Alors, le microbiote intestinal a été incriminé dans plusieurs fonctions, à savoir des fonctions protectrices où on estime que le microbiote a un rôle protecteur très important en évitant le déplacement d'agents bactériens, donc il va former une espèce de barrière. Il joue également des fonctions immunes, on va en voir tout à l'heure, et des fonctions métaboliques. Comment? C'est surtout par la production d'acides gras à chaîne courte. Au niveau colique particulièrement, les fibres sont digérées par les bactéries et transformées en acides gras à chaîne courte, acétate, propionate et butyrate, lesquels vont agir par la stimulation de la prolifération des cellules intestinales en renforçant surtout la fonction barrière intestinale. La fonction immunologique qui nous intéresse ici, elle est très importante. Les acides gras à chaîne courte ont un effet qui est anti-inflammatoire en augmentant les médiateurs anti-inflammatoires tels que l'interféron gamma et l'interleukine 10. Comment ceci? En stimulant la différenciation des lymphocytes en lymphocytes T régulateurs et surtout en diminuant le pourcentage de lymphocytes T17 et lymphocytes T2. Et il a également des propriétés pro-inflammatoires en réduisant les médiateurs qui sont à plus de pouvoir d'inflammation. Ces microbiotes aussi, à part les acides gras à chaîne courte, ils vont participer au métabolisme des acides biliaires secondaires et transformer les acides biliaires primitifs en acides biliaires secondaires, lesquels aussi, via un ensemble de récepteurs, vont inhiber l'inflammation et moduler les réponses immunitaires. Les polyamines, aussi produites par le microbiote intestinal, renforcent cette notion de barrière intestinale et régulent la réponse immunitaire en basculant les lymphocytes T17 vers des T régulateurs qui vont moduler l'inflammation. Plusieurs autres médiateurs, on ne va pas rentrer dans les détails, sinon ça va être trop long, sont les métabolites du tryptophane, de l'histamine, des sphingolipides et de la PCS, qui dérivent aussi du microbiote. Ils vont permettre de moduler l'inflammation et diminuer ainsi les réactions éventuellement allergiques. Alors, en situation saine, le microbiote a un effet bénéfique avec une diminution de l'inflammation par le biais de l'ensemble de ces médiateurs dont on a parlé. Et en situation pathologique, il a un effet anti-inflammatoire et un effet qui est inflammatoire, il va donner une inflammation qui est accrue.
Alors, les pathologies. Alors, maintenant, on va voir comment est-ce que ce microbiote intestinal va être incriminé dans le développement de ces pathologies. La notion importante, c'est la notion de dysbiose. En fait, les pathologies sont liées à l'existence d'une dysbiose. C'est quoi la dysbiose? En effet, c'est un déséquilibre entre ces bactéries commensales qui sont bénéfiques et sont dites symbiontes et les bactéries qui sont pathogènes, qui existent aussi au niveau intestinal. Il existe aussi un déséquilibre avec des bactéries qui sont commensales, mais elles aussi, elles sont à potentiel inflammatoire dans certaines conditions. Elles les appellent des pathobiontes. En fait, à chaque fois qu'il y aura un déséquilibre ici, il y aura un risque de développement de maladies. Les maladies qui sont reliées au microbiote intestinal sont très importante. Il y a un grand éventail de pathologies et qui ont été prouvées liées au microbiote et aux perturbations du microbiote intestinal. L'obésité aussi, les pathologies inflammatoires de l'intestin, l'axe brain-gut aussi, donc les pathologies neurologiques, les pathologies respiratoires. Et ce qui nous intéresse aussi, ce sont les pathologies allergiques. Donc, des liens entre l'allergie et le microbiote ont été prouvés par plusieurs études, que ce soit les allergies respiratoires, les rhinites allergiques, les allergies cutanées, les allergies alimentaires. Plusieurs études ont prouvé le lien qui existe entre le microbiote et l'allergie. Alors, on sait tous que l'allergie, son épidémiologie, elle explose. Donc, on voit de plus en plus de pathologies allergiques. On comprend que, vu ces perturbations de microbiote, des conditions d'hygiène et éventuellement seraient en rapport avec cette épidémiologie qui va exploser. Et si on tape sur PubMed, microbiote et allergie, donc si on s'amuse à le faire, eh ben, on va voir que le nombre de publications, il est très important. On arrive à jusqu'à 3000 publications et surtout ces dernières années. Par exemple, ici, en 2022, on a 467 publications scientifiques. Quel serait le lien entre le microbiote et l'allergie? Eh bien, c'est tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Ce sont les modifications des acides gras, les effets plutôt des acides gras à chaîne courte, les effets des acides biliaires, des métabolites du tryptophane, de l'histamine. Tous ces métabolites-là vont diminuer les cytokines pro-inflammatoires, diminuer les lymphocytes NK, diminuer l'effet de dégradation des mastocytes, augmenter les cytokines anti-inflammatoires et augmenter le pourcentage de lymphocytes T régulateurs. Et c'est ainsi qu'on aura des pathologies allergiques. Qu'est-ce qui se passe? C'est la dysbiose. La dysbiose, elle est vraiment au centre des pathologies allergiques avec une altération de la tolérance immunitaire. La tolérance immunitaire va être altérée et donc on aura plus de risques de sensibilisation allergique. Comment il va être modifié ce microbiote? Il va être modifié d'abord en genre et en nombre. On aura une diminution de nombre de bactéries, de bonnes bactéries, avec un changement de proportion de bactéries qui sont bonnes pour l'ensemble du tractus intestinal particulièrement. On aura une réduction de la diversité bactérienne. Sur cette étude, on voit qu'il y aura un risque élevé de sensibilisation allergique, un risque de rhinite allergique et d'éosinophilie sanguine qui a été prouvé sur des échantillons d'enfants allergiques. On a analysé les taxons bactériens chez les enfants qui présentent des allergies et on a constaté que certaines bactéries ont plutôt un effet protecteur sur les allergies. D'autres bactéries, en plus, sont représentées comme étant plutôt des facteurs de risque, comme par exemple ici dans la dermatite atopique où on estime que la bactérie Prevotella a un effet plutôt protecteur qu'un effet pathogène. Dans les allergies alimentaires, sur cette étude, on a constaté que chez les enfants qui présentent une allergie au lait, donc une allergie aux protéines de lait de vache, on a une diminution des Clostridia et des Firmicutes. Par exemple, ici, chez les enfants qui présentent une allergie aux cacahuètes, auront une diminution des bactéries de type Clostridium et plutôt une augmentation des Bacteroidetes. Cette dysbiose-là,
normalement, on pourrait se dire que la dysbiose peut éventuellement être la conséquence de la pathologie allergique. Mais ce qui a été prouvé par des études scientifiques, c'est que la dysbiose, en fait, elle va précéder la pathologie allergique, et particulièrement ici sur cette étude publiée en 2014, où on observe que la dysbiose, elle va précéder l'apparition de l'asthme. Et les altérations du microbiote vont apparaître avant l'apparition des manifestations allergiques. Donc, la dysbiose n'est pas uniquement une conséquence, mais une cause de maladies allergiques par activation, par exemple, des cellules dendritiques, des interleukines, des ILC2, et par la différenciation et prolifération des lymphocytes T et des mastocytes. La dysbiose, toutes les conditions qu'on a vues, les perturbateurs antibiotiques, entourage, alimentation, vont faire qu'on aura une dysbiose avec une diminution de concentration d'acides gras, comme l'acide butyrique, avec une suppression des lymphocytes T naïfs, diminution ainsi des lymphocytes T régulateurs, et ainsi une réponse immunitaire qui va être exagérée. Et qui dit réponse immunitaire exagérée, dit apparition de manifestations allergiques. On passe à certains exemples de pathologies allergiques liées au microbiote. Les pathologies cutanées, je pense, et les pathologies respiratoires vont être abordées ultérieurement. Alors, rapidement, il y a cette étude qui est intéressante et qui a prouvé que les bactéries qui sont dépourvues, ou bien les souris dépourvues de microbiote intestinal font plus d'exacerbation d'asthme, alors que les personnes qui ont un microbiote équilibré vont faire beaucoup moins d'exacerbation. Et ici, c'est une étude qui est publiée en 2024 et qui a montré qu'il existe 9 microbes intestinaux qui ont été identifiés avec un impact potentiel sur le risque d'asthme. Donc, les personnes qui sont colonisées par ce type de bactéries, c'est prouvé scientifiquement qu'elles vont faire plus d'asthme qu'une population qui n'est pas colonisée par ce type de bactéries. Une petite plaque sur le microbiote et dermatite atopique, c'est très intéressant de voir qu'il existe un lien entre l'intestin et la peau, et entre le microbiote intestinal et la peau. Comment ceci? On revient à cette dysbiose, et donc la dysbiose, qu'est-ce qu'elle va entraîner? Une augmentation de la perméabilité de l'intestin, ce qui fait qu'on aura la circulation de ces médiateurs et de ces métabolites, et surtout des cytokines pro-inflammatoires qui vont se déplacer vers la peau, et entraîner des lésions de dermatite atopique. Et maintenant, si on regarde le sens inverse au niveau cutané, la diversité des microbes, il a été prouvé que si on a une colonisation, par exemple, par le Staphylococcus aureus, on aura des perturbations de la fonction de la barrière cutanée avec une production de pruritocepteurs, donc des médiateurs qui vont entraîner un prurite et donc des démangeaisons et des signes d'allergie. Le microbiote et allergie alimentaire. Alors, il a été également prouvé sur cette étude qui est publiée en 2023 qu'un microbiote sain, il va favoriser une tolérance immunitaire. Tant que le microbiote est sain, il y a une tolérance immunitaire, il n'y a pas de réaction inflammatoire, et donc c'est un individu qui va être estimé sain. Lorsqu'on a une dysbiose, on aura une activation des lymphocytes TH2, et des ILC2 ici qui vont être incriminés dans la sensibilisation IgE et donc la libération de médiateurs incriminés dans les phénomènes allergiques, ce qui va à son tour aggraver la perméabilité intestinale, et on est dans un cercle vicieux de ces phénomènes inflammatoires, de cette perte des conditions de modulation et donc d'allergie. Cette étude qui s'intéresse à l'allergie aux protéines de lait de vache, on a étudié le pourcentage de bactéries aérobies et anaérobies fécales au départ et à 6 mois chez des nourrissons en bonne santé
et des nourrissons qui sont allergiques aux protéines de lait de vache. Et on a constaté qu'il existe effectivement une vraie dysbiose et une différence significative entre la composition du microbiote d'enfants qui sont allergiques aux protéines de lait de vache et les enfants qui sont sains et donc pas allergiques. Ici, c'est une étude qui s'est intéressée à l'allergie à l'œuf. Ce sont des enfants chez qui on a surtout étudié les bactéries qui vont produire de l'acide butyrique, qui est un acide gras à chaîne courte. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Eh bien, on a constaté ici, là aussi, qu'il y a une différence significative dans la composition de microbiote chez les enfants qui sont allergiques à l'œuf et les enfants qui sont sains. L'œsophagite eosinophile, donc, on a ici étudié l'intérêt qu'aurait le microbiote dans la survenue d'une œsophagite eosinophile et éventuellement sa prévention. Là, c'est une étude publiée en 2023 qui a analysé le microbiote œsophagien et a essayé de voir est-ce qu'il y a un lien entre le microbiote œsophagien et l'apparition d'une œsophagite eosinophile. Plusieurs travaux, donc c'est une étude de type review qui a analysé plusieurs publications scientifiques et il en ressort que chez les enfants qui présentent une œsophagite eosinophile, on a une augmentation, c'est un constat, on a une augmentation de l'hémophilus et une diminution de firmicute. Peut-être qu'il y aurait un lien de dysbiose entre l'apparition de l'œsophagite eosinophile et le microbiote intestinal. La rhinite allergique, aussi parmi les maladies allergiques, là aussi, des publications récentes ont montré et ont prouvé qu'il existe un lien entre la rhinite allergique et le microbiote. En effet, c'est une personne qui a un microbiote qui est sain. Il existe un équilibre qui est prouvé entre les lymphocytes T2 et les lymphocytes T1, donc entre les médiateurs pro et anti-inflammatoires, alors que chez les enfants qui ont une rhinite, qui vont développer une rhinite allergique, il existe un véritable déséquilibre au profit des lymphocytes T2 et donc une réaction inflammatoire. Et si on étudie le microbiote de ces enfants, qu'est-ce qu'on constate? Les enfants qui ont un microbiote ou bien les personnes qui ont qui sont sains, entre guillemets, auront un microbiote qui est équilibré. Oups, excusez-moi. Auront un microbiote qui est équilibré avec présence de firmicutes dont on a parlé tout à l'heure et de bactéroïdètes qui sont dominantes et présentes, alors que chez les enfants qui ont la rhinite allergique, ces firmicutes sont moins importants. Ils seront remplacés par d'autres types de bactéries, comme les Prevotella par exemple, et on aura les actinobactéries qui seront remplacées par des bactéries pathogènes telles que l'Escherichia coli. Donc, une altération qui est confirmée de la composition du microbiote et du système immunitaire qui va en suivre. Ici, c'est très important de passer à cette plaque. Je pense que tout ce qui est modulation du microbiote va être abordé par mon maître, Monsieur Tayer. Mais ici, c'est important de parler. On a parlé de la composition, de l'installation du microbiote intestinal depuis la naissance jusqu'à l'âge adulte, et on a insisté sur l'importance des 1000 premiers jours. Et maintenant, on commence à parler d'une fenêtre d'opportunité. Qu'est-ce que ça veut dire, cette fenêtre d'opportunité? En fait, c'est au cours de ces 1000 premiers jours qu'il faudrait intervenir pour diminuer le risque d'allergie. Intervenir comment? En évitant tout ce qui pourrait entraîner la dysbiose. On sait tous que la génétique, on ne peut pas la modifier, mais on sait qu'on peut intervenir en tout ce qui concerne les facteurs qui vont influencer la dysbiose, l'alimentation, l'allaitement, le mode d'accouchement, la surveillance des nouveau-nés après la naissance, éventuellement. J'ai presque terminé. Alors, ceci va nous conduire vers la personnalisation des stratégies nutritionnelles, des stratégies thérapeutiques, et donc moduler ce microbiote intestinal et prévenir éventuellement l'apparition de ces allergies. Et pour conclure,
J'insiste sur cette notion de 1000 premiers jours qui joue un rôle capital et important dans la formation et le développement du microbiote intestinal. Le développement du microbiote intestinal est influencé par des facteurs environnementaux, alimentaires, génétiques, épigénétiques, une multitude de facteurs. Ce microbiote va interagir d'une façon dynamique, c'est prouvé, avec le système immunitaire et toute dysbiose va jouer un rôle central dans le développement, la progression et la gravité des maladies allergiques. D'où l'importance de cette fameuse fenêtre d'opportunité qu'il faut saisir pour éviter et pour prévenir ces événements. Je vous remercie.